bien vouloir vous installer et vous asseoir afin que nous débutions cette deuxième session de rencontre entre les personnalités politiques et les chefs d'entreprise que vous êtes. Je précise, si vous voulez être encore plus à l'aise, que dans le hall d'honneur, juste derrière vous, tous les échanges vont être retransmis en vidéo. Donc vous pourrez suivre ces débats avec beaucoup d'attention et peut-être un peu moins de chaleur, parce qu'il commence à faire très chaud. Voilà, merci de vous installer pour que nous puissions débuter dans les temps. Voilà, je vais demander à nos amis de la presse, photographes, journalistes et cadreurs de bien vouloir se mettre sur les côtés. Alors donc je vous le disais, hein, c'est le deuxième rendez-vous. Hier, nous avions le premier rendez-vous, la première session qui mettait en scène les politiques, les responsables politiques avec les chefs d'entreprise. Deuxième session aujourd'hui. Je voudrais remercier les personnalités politiques d'avoir accepté de jouer le jeu, à la fois de la mécanique, du format innovant et puis du respect des timings. Je vous rappelle les 4 tempos. Un pitch d'ouverture, un échange dans cet espace entre les chefs d'entreprise et la personnalité politique, la vision de la France et puis le mot de la fin que la personnalité viendra écrire à la fin de son intervention. Alors vous savez que ces rendez-vous politiques et économiques prennent tout leur sens. Il y a un sondage très intéressant qui a été produit par l'agence Terre de Sienne avec l'IFOP qui révèle que pour 60% des Français, les entreprises sont plus utiles que l'État. Donc voilà, face à une autorité en crise, l'entreprise est perçue comme un recours. Donc évidemment, ça donne à réfléchir. Je vous conseille cette enquête très intéressante menée par Terre de Sienne et l'IFOP. Les 3 personnalités politiques, je vais vous demander un tout petit peu de silence, s'il vous plaît, qui vont se succéder ce matin. Voilà, merci de faire silence. Voilà, et je vous rappelle que vous avez la possibilité aussi de suivre cette plénière depuis le hall d'honneur. Bruno Le Maire sera la première personnalité politique à monter sur cette scène. Il est déjà là, je le salue. Jean-Marie Le Guen également, que je salue. Il interviendra en deuxième position. Et puis, Nicolas Sarkozy sera là pour clore ces échanges. 3 personnalités politiques, 3 chefs d'entreprise. Je vais les appeler à tour de rôle. Et ils vont venir me rejoindre ici sur scène. Elle est présidente d'Ethic. Elle aime sa boîte, elle le prouve avec la 14e fête de l'entreprise. C'est le 13 octobre, voilà, notez-le. Elle est agitatrice d'idées un peu partout, sur le terrain, dans les médias. Et elle prône des méthodes entrepreneuriales et managériales pour réformer l'entreprise France. Une femme de conviction, une femme de passion et d'action. La réduction des dépenses de l'État en 9 propositions, c'est elle. Sophie de Menton, elle nous rejoint. Merci à Sophie de Menton d'être des nôtres ce matin. Il est président de Cisco France, vice-président Europe, Moyen-Orient, Afrique. Cisco à la pointe de la révolution digitale, puisque Cisco fait partie de ceux qui l'écrivent, cette révolution et cette nouvelle donne digitale qu'évoquait le président Gattaz hier. Cisco a choisi la France, persiste et signe 200 millions de dollars dans la French Tech, un lab installé en France. Il est aussi président de l'AmCham. C'est un ardent promoteur de la coopération franco-américaine. Et d'ailleurs, le CEO de Cisco interviendra tout à l'heure en visioconférence depuis les États-Unis à 19h, John Chambers. On appelle Robert Vassoyan qui nous rejoint. Robert Vassoyan. Alors lui, il est président d'Adecco France, il est entré dans l'entreprise comme stagiaire et 21 ans plus tard, le groupe qu'il dirige est aujourd'hui le plus gros pourvoyeur d'emplois. Alors bien loin de l'image classique de l'intérim, Adecco propose des solutions emploi pour accompagner les entreprises dans les nouvelles modalités de travail et de contractualisation.
Et en créant la grande école de l'alternance, ADECO rapproche les mondes de l'entreprise et les mondes de la formation. Monsieur Christophe Catoire, qui est avec nous et qui nous rejoint également. Voilà, nos 3 chefs d'entreprise sont fin prêts. Il nous reste maintenant à accueillir à tour de rôle, comme je vous le disais, les personnalités politiques. Je vous demande d'accueillir le député de l'Eure, ancien ministre de l'Agriculture, candidat à la primaire de la droite et du centre, Monsieur Bruno Le Maire. Bonjour. Bruno Le Maire, votre portrait en 3 chiffres, si vous me le permettez, 400. Chiffre efficacité, c'est le pari que vous prenez, c'est votre engagement, c'est le nombre de députés qu'il restera une fois que vous serez élu. 400 contre 577 aujourd'hui, vous appelez ça l'efficience en politique. Deuxième chiffre, 4000, chiffre dégringolade, c'est le nombre d'ETI en France aujourd'hui, c'est aussi le nombre d'ETI en Allemagne, mais en 1980. Sauf que depuis, la France a fait du surplace, quand l'Allemagne est passée à 12 000. Vaste challenge. Puis troisième chiffre, un chiffre un peu plus personnel, je me suis renseigné, j'ai mes sources. 18, chiffre fidélité. C'est le nombre d'années de mariage avec votre femme. C'est 18 ans que vous avez fêté il y a quelques jours, m'a-t-on dit. C'est un peu la majorité dans votre couple. Alors on verra comment vous gérerez vos 2 amours, Pauline, puisque c'est son prénom, puis France, un autre prénom. Bruno Le Maire, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci encore une fois d'avoir accepté de jouer le jeu. On a un chronomètre ici. La première séquence, c'est le pitch de Bruno Le Maire. Vous savez faire ça en plus, on vous a vu en campagne. 1 minute 30, c'est parti. Bonjour à tous. Je ne suis pas entrepreneur. Et donc en 2012, je me suis dit, si je veux être candidat à la présidence de la République en 2017, il faut que j'aille vous écouter, vous, les entrepreneurs, pour comprendre vos difficultés et comprendre vos attentes. J'ai rencontré des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs partout en France. Et je me souviens d'un de mes premiers déplacements à Pertuis, chez M. Pelinck, qui fait de la machinerie agricole. Et à qui j'ai demandé, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Réponse de Roger Pelinck, surtout, ne faites rien. Je dois dire que c'est une remarque qui m'a marqué. Et deuxième remarque de Roger Pelinck, à qui je rends hommage, commencez par vous occuper de vous-même, par changer vous-même. Parce que c'est vrai que tout change en France. La société change, le travail change, le salariat change. Vous, entrepreneurs, vous êtes confrontés à une exigence de changement permanente. Mais il y a un seul petit village d'irréductible qui ne change jamais, c'est la classe politique. Eh bien, le changement doit commencer par le changement de la classe politique française. Finir avec le cumul des mandats. Demander aux députés et aux sénateurs de ne pas faire plus de 3 mandats successifs pour garantir le renouvellement de la vie politique française. Obliger tous les hauts fonctionnaires à démissionner de la fonction publique quand ils sont élus pour arrêter avec la technocratie et rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Réduire le nombre de députés, réduire le nombre de sénateurs, voilà ce que je propose. C'est la différence avec mes autres concurrents à la primaire. Je considère qu'on ne peut plus demander un seul changement à un seul Français si on ne commence pas par changer en profondeur la classe politique française. Bruno Le Maire, qui nous rejoint. Venez nous rejoindre ici, Bruno Le Maire. Voilà, alors ce n'est pas notre table de négociation, mais c'est notre table de discussion pour notre business meeting. La première personne qui va vous poser une question, c'est Sophie de Menton. Vous écoute, Sophie. C'est avec grand plaisir que je vais poser une question qui correspond complètement à votre pitch. En l'occurrence, je voudrais vous parler de management. Parce que ce que vous dites est bien, nous y croyons, vous êtes applaudis. Tous les discours d'ailleurs et tous les programmes sont pas mal, hein, franchement. Mais comment allez-vous faire? Nous savons, nous qui sommes à la tête de nos entreprises,
que c'est horriblement compliqué, que la résistance au changement est épouvantable, que le diable est dans les détails. Comment allez-vous faire pour changer une inspection du travail qui est là tous les matins chez nous et qui n'a pas de contre-pouvoir et contre laquelle nous ne pouvons rien et dont les pouvoirs ont été renforcés d'ailleurs? Comment allez-vous faire sur le terrain? Comment allez-vous manager une fonction publique qui n'a pas de chef? Donc on a besoin d'y croire. Mais pour y croire, je crois qu'il faut partir, il faut non pas élever le débat, mais il faut effectivement l'abaisser au niveau du terrain. Comment allez-vous faire vraiment? 5 minutes pour répondre, Bruno Le Maire, avec le chrono ici. Vous avez raison, Sophie de Menton. Je vais vous parler debout parce que j'aime pas tellement parler assis. Nous avons tellement promis et nous avons tellement déçu. Et plus nous promettons, plus nous durcissons nos discours, plus nous radicalisons nos propositions, plus nous risquons de décevoir une fois que nous sommes au pouvoir. Comment tenir parole? C'est la question politique peut-être la plus importante aujourd'hui. Comment retrouver votre confiance à vous, entrepreneurs, qui êtes les seuls à pouvoir créer de la croissance, de la richesse et des emplois dans notre pays? C'est la question que je me pose tous les jours. La première réponse, Sophie, c'est d'abord d'avoir tout simplement travaillé, de vous avoir écouté, d'apporter des réponses claires, précises, sur la fiscalité, sur le droit du travail, sur la simplification des normes, sur l'organisation de l'administration. C'est tout ce que je proposerai les 17 et 18 septembre prochains dans un contrat de mandat qui sera précis, détaillé, chiffré et qui vous permettra de savoir exactement où je veux aller, dans quel calendrier et avec quel financement. Deuxième condition, c'est d'aller vite. C'est d'être capable de prendre rapidement les décisions qui s'imposent. Je passerai par les ordonnances de juillet à septembre 2017 pour simplifier le droit du travail, pour améliorer la compétitivité des entreprises, pour prendre les dispositions fiscales nécessaires, pour abaisser la fiscalité du capital, pour supprimer l'ISF, pour vous redonner l'élan économique dont vous avez besoin tout de suite, sans attendre. Les ordonnances, c'est la vitesse. Tu as parlé d'administration. J'ai dirigé l'administration française pendant 2 ans en étant directeur de cabinet du Premier ministre. Je connais les résistances de l'administration. Je connais la haute fonction publique. Et je pense que c'est important que chacun soit bien dans son métier. Vous êtes entrepreneur, c'est votre métier. Je veux être chef de l'État. Ça suppose de connaître parfaitement l'administration française. Je fixerai à chaque directeur d'administration centrale des objectifs clairs, chiffrés, en termes de réduction des dépenses et de réduction des effectifs de la fonction publique. Ceux qui tiendront parole, ceux qui respecteront cette lettre de mission seront maintenus de leur emploi. Ceux qui ne respecteront pas la lettre de mission fixée par le président de la République seront remerciés et licenciés pour ceux qui ne respectent pas les engagements de la fonction publique. L'administration doit être au service des citoyens et pas les citoyens au service de l'administration. Il y a une inspection du travail, tu viens d'en parler. C'est normal qu'il y ait une inspection du travail. C'est normal qu'on vérifie qu'il n'y a pas d'abus. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que vous ne puissiez pas avoir de recours contre une décision injuste de l'inspection du travail. Je vous permettrai d'avoir des recours contre les décisions injustes de l'inspection du travail en mettant l'inspection du travail dans une hiérarchie administrative. Alors comment faire, Bruno Le Maire, pour éviter d'avoir la France dans la rue? Quand vous regardez attentivement, si vous ne faites rien ou peu de choses, la loi El Khomri, vous avez la France dans la rue. Et bien, tant qu'à avoir la France dans la rue, autant faire des choses utiles pour son pays. Mais il y a un dernier point qui compte. Si vous voulez que vous puissiez tenir bon, résister aux réponses et aux réactions de certains, il faut que vos décisions, à chaque fois, soient justes. Il faut que vous puissiez les défendre, droit dans le regard de chaque Français. Oui, il y a des métiers pénibles. On le sait tous. Et j'ai visité suffisamment d'entreprises pour savoir que ce n'est pas la même chose de travailler dans cette magnifique entreprise Beneteau à mettre du vernis tous les jours sur des coques de bateau quand on est une femme qui a 55 ans, ou être secrétaire de direction. C'est un fait.
Simplement, reconnaître la pénibilité du travail, en prévenant les accidents du travail, en prévenant cette pénibilité, ça je dis oui. Mais mettre en place un compte pénibilité qui est une véritable usine à gaz, ça je dis non, parce qu'avec le compte pénibilité, il n'y aura même plus de pénibilité, parce qu'il n'y aura plus de travail du tout pour les salariés. Il faut être juste. Je veux vous permettre de renouveler les CDD autant de fois que vous le souhaitez. Parce que je considère que si vous avez un salarié qui fait bien son travail, mais qu'en même temps, votre carnet de commandes, il n'est pas suffisamment solide, vous ne savez pas si ça va tenir, vous voulez rester en CDD, restez en CDD, renouvelez-le autant de fois que vous le souhaitez. La seule chose que je demande, c'est qu'à chaque fois que vous renouvelez le CDD, on augmente la prime de précarité pour que le chef d'entreprise s'y retrouve, mais le salarié aussi. Des décisions justes, c'est la garantie que l'on peut tenir dans le temps. Bruno Le Maire, c'était la réponse à la question de Sophie de Menton. Christophe Catoire vous en pose une. Monsieur le maire, bonjour. 2 millions de personnes en France travaillent pour plusieurs employeurs, souvent par nécessité. 20% des Français travaillent en temps partiel, c'était moitié moins voilà une quinzaine d'années. On compte 1 100 000 auto-entrepreneurs en France, 600 000 freelances, bref, vous l'avez dit, tout change, le salariat change. Face à ça, on voit qu'il y a une nécessité de la part des entreprises d'avoir des modalités qui correspondent à ces nouvelles formes de travail, que l'on voit se développer très rapidement, et notamment par le fait que tout ce qui est tertiaire va très vite et crée beaucoup d'emplois en France, 80% des emplois, et on a aussi l'insertion du numérique maintenant dans la relation au travail. Face à ce constat, le droit du travail n'a pas changé de manière substantielle depuis de nombreuses années. Comment vous comptez faire et qu'est-ce que vous comptez faire pour inscrire enfin notre droit du travail dans la modernité ? 5 minutes pour répondre. La modification du droit du travail, c'est peut-être la priorité absolue. Quand on regarde les 2 jambes sur lesquelles il faut que nous avancions pour que vous puissiez réussir, il y a la fiscalité d'un côté, la baisse des charges, la transformation du CICE en baisse des charges immédiate. C'est indispensable. L'abaissement de la fiscalité sur les revenus du capital. Je veux abaisser à 25% la fiscalité sur les revenus du capital, dividendes ou plus-values, pour vous permettre de vous rémunérer correctement, de réinvestir, d'innover dans votre entreprise. Et je supprimerai l'ISF. Voilà les 3 mesures fiscales qui me paraissent indispensables pour relancer l'activité dans notre pays, et je le fais au nom du travail. Le deuxième volet indispensable, c'est le droit du travail. Pour le simplifier, pour l'assouplir, avec cette exigence de justice dont je vous parle. Je voudrais simplement qu'on ne caricature pas les choses. Oui, il y a une révolution digitale. Oui, il y a une révolution de la robotisation. Mais tout le monde ne va pas devenir demain auto-entrepreneur. Je continue à croire au salariat. Je continue à croire aux entreprises familiales. Je considère que la loi de Benoît Hamon, qui vous fait obligation, quand vous revendez votre entreprise, vous voulez la transmettre à vos enfants, de consulter les salariés au préalable pour leur demander s'ils ne veulent pas la racheter eux-mêmes, est une pure ineptie et que cette loi devra être abrogée. Arrêtons de faire peur aux Français. Arrêtons de faire peur aux Français. Il y a de la place pour l'entrepreneuriat, mais il y a encore de la place pour le salariat auquel aspirent aujourd'hui encore des millions de Français. Ça suppose simplement d'avoir la capacité à défendre son industrie, sa production manufacturière, à défendre son agriculture. Ensuite, sur les nouvelles formes de travail, oui, il faut adapter le droit du travail. Je vous ai parlé du CDD, renouvelable autant de fois que vous le souhaitez. C'est indispensable à mettre en place. J'avais mis en place, en 2005, un contrat nouvelle embauche qui vous permettait de vous séparer plus rapidement des salariés, qui vous permettait d'embaucher avec une garantie de sécurité. Je regrette que ce contrat nouvelle embauche ait été supprimé en 2007, alors qu'il avait créé autant d'emplois dans les PME françaises. Je vous propose un e-contrat qui pourrait être conclu sans aucune obligation, directement sur Internet, pour tous les jeunes entrepreneurs. Je veux sécuriser votre démarche d'embauche. Je sais à quel point c'est une décision difficile d'embaucher. Est-ce que le salarié va correspondre à votre attente ? Il peut être très bien le jour de l'embauche, très bien la première semaine, très bien la deuxième semaine, et puis pas de chance, au bout de 5 mois, 6 mois, 10 mois, ben voilà, le salarié, il est un peu moins bon, il est un peu moins motivé, vous voulez vous en séparer, vous vous retrouvez devant les prud'hommes,
Et vous ne savez pas, quand vous êtes une petite PME, si l'indemnité prud'homale ne va pas ruiner votre entreprise. Je veux plafonner le montant des indemnités prud'homales pour que jamais une PME française, jamais, ne puisse être menacée par un licenciement. Enfin, le dernier volet qui me paraît le plus important, pour inscrire ça dans le temps long, c'est la formation. C'est la capacité à former mieux nos jeunes. C'est la transformation du système éducatif que je porte depuis maintenant 2012. Ça ne sert à rien de relancer l'économie française si nous n'avons pas un système éducatif qui arrête avec la religion du diplôme et qui aurait simplement la religion du travail. Je veux mettre fin au collège unique pour mettre en place un collège diversifié. Nous souhaitons, avec tous les parlementaires qui me soutiennent, qu'il y ait des options professionnelles dès la 6e pour que chaque enfant puisse trouver son talent en France. Nous voulons revaloriser la voie professionnelle et dire haut et fort que la voie professionnelle vaut la voie générale parce que l'intelligence de la main vaut l'intelligence de l'esprit. Voilà ce que nous voulons défendre. Voilà ce que nous voulons porter dans le long terme. Pas que des mesures techniques, mais au bout du compte, quelle société française nous voulons? Je veux une société où chacun trouve sa place par le travail. Et ce travail, c'est vous qui le donnerez. Et je n'hésite pas à vous dire que lorsque je vois une personne qui a été cassée par la vie, qui a connu des difficultés importantes, qui a connu la dépression, qui peut être en proie à l'alcoolisme, qui a des difficultés personnelles fortes, qui depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans est au chômage et qui touche le RSA, et dont on sait très bien qu'aucun d'entre vous, parce que ça pourrait menacer son entreprise, ne l'embauchera au niveau du SMIC. Le choix que nous faisons depuis 30 ans, c'est de dire on lui file une aide sociale et elle se débrouille avec. Eh bien moi, je préfère dire qu'on mettra en place des emplois rebonds qui pourront être rémunérés pendant une durée limitée en dessous du SMIC pour que cette personne se réintègre par le travail. Car je préfère donner un travail en dessous du SMIC pendant une durée limitée plutôt que de donner une aide sociale et d'enfermer les personnes dans les aides sociales, dans les allocations et dans le soutien public. Le message est clair, Bruno Le Maire. Troisième question, elle émane d'un chef d'entreprise en région, en vidéo. C'est Catherine Latus, qui est présidente directrice générale de Moreau, Latus et compagnie. On va l'écouter tout de suite et ensuite vous aurez 5 minutes pour lui répondre. À l'heure où les réformes territoriales concentrent l'activité économique sur les métropoles, les entreprises des territoires ont besoin d'accompagnement spécifique pour leur permettre un développement économique, une croissance, et quels seraient, de votre point de vue, les dispositifs urgents à mettre en place pour favoriser cette croissance et favoriser le développement des entreprises dans les territoires? Les régions, les territoires, qui vous sont chers. Je repose la question essentielle. Quelle France nous voulons laisser à nos enfants? Est-ce que nous voulons une France où toute l'activité économique se concentre autour des grandes agglomérations? À Toulouse, à Lille, à Lyon, à Paris, à Bordeaux, en disant les territoires, c'est fini. Il n'y a plus de place pour les entreprises. Ou est-ce que nous voulons ce que je porte? Une France dans laquelle, dans chaque territoire, on peut trouver des pépites. On peut trouver des entrepreneurs qui se battent, qui y arrivent, qui réussissent. Et je veux vous rendre hommage de ce point de vue-là parce que dans les 420 déplacements que j'ai faits depuis 2012, j'en ai vu des entrepreneurs qui se battent pour garder leur entreprise dans des coins extraordinairement reculés. J'ai vu dans le fin fond des Vosges des entreprises industrielles qui se battent pour rester là parce que les 100 ou 150 emplois qu'elles représentent, c'est ça, ou le chômage pour toute la commune. J'ai vu à Saint-Louis, dans cette cristallerie de Saint-Louis, des ouvriers exceptionnels qui travaillent dans l'art du luxe, dans l'art du verre. S'il n'y a pas la cristallerie Saint-Louis dans ce bassin d'emploi, c'est 200 emplois qui disparaissent et rien à la place. J'ai vu ce qui se faisait dans la vallée de l'Arve, le décolletage, cher à mes amis industriels. C'est exceptionnel, de compétences, de technologies, de savoir-faire, de mobilisation, de motivation. Et ils se battent alors qu'à quelques kilomètres de l'autre côté de la frontière, le droit du travail est plus simple, les charges sont plus faibles, la fiscalité est moins lourde. Et pourtant, ils se battent, eh bien moi je veux les aider.
Les aider comment? D'abord, en ayant accès partout sur le territoire au très haut débit. S'il y a bien une responsabilité politique, c'est de préparer les infrastructures de demain. Je veux que chaque point du territoire français, demain, ait accès au très haut débit pour garder son activité économique sur les territoires, là où elles créeront des emplois. Il est indispensable, en deuxième lieu, de simplifier les normes, simplifier les règles. Vous ne pouvez pas demander à une toute petite entreprise industrielle dans une vallée isolée de respecter les mêmes normes, de respecter les mêmes règles, de respecter les mêmes obligations qu'une grande entreprise industrielle qui a 50 000 salariés et les moyens de financer ces normes et ces règles. Soyons souples, soyons capables de nous adapter. Enfin, je crois au travail en commun. Je considère que lorsqu'on arrive à mettre en place un laboratoire de recherche, une université pas trop loin, un CFA pas trop éloigné, et en même temps une usine et un sous-traitant, et que tout ça vit dans le même bassin d'emploi, ça marche. C'est bien pour cela, et je reviens à cette question éducative, que je propose en matière de formation professionnelle et en matière de voie professionnelle, de fusionner les lycées professionnels, les centres de formation des apprentis, les GRETA, de les transformer en écoles des métiers. Et ces écoles des métiers seront pilotées non pas par l'éducation nationale, mais par les régions et par les entreprises elles-mêmes, qui créeront du coup les formations qui donneront les emplois dont nos enfants ont besoin. Je vous fais confiance. Merci Bruno Le Maire. Je vous propose, pour terminer, ce fameux, presque mot de la fin, la vision de la France que vous avez, 2 minutes sur le devant de la scène avant ensuite d'écrire avec la tablette le mot de la fin. Je vous ai déjà beaucoup parlé, alors je ne vais pas être très long. Avec tous ceux qui me soutiennent, avec tous ceux qui croient dans le renouveau politique qu'attendent les Français, nous voulons d'abord une France juste. Parce que notre pays est épris de justice. Et que si vous n'êtes pas capable de garantir aux Français que ce que vous faites est juste, ils ne vous suivront pas. Les Français ne supportent plus, en particulier ceux qui sont payés au niveau du SMIC, ceux qui se battent pour travailler, ceux qui doivent faire garder leurs enfants le matin, ceux qui payent leurs frais de transport. Ils ne supportent plus de savoir que s'ils restaient chez eux à vivre des aides sociales et des allocations, ils pourraient vivre mieux que de leur travail et de la rémunération qui leur est donnée. Une France juste, c'est une France qui reconnaît le travail de tous. Une France juste, c'est une France qui fait sa place aux personnes handicapées, dans les entreprises, dans vos entreprises. Et je veux saluer tous les efforts que vous avez faits depuis des années pour faire leur place aux personnes handicapées dans le travail, parce que c'est le travail et rien d'autre qui construit une personne. Une France juste, c'est une France où l'administration est remise à sa place et où elle comprend que l'ère de la technocratie est terminée et que s'ouvre aujourd'hui l'ère des entrepreneurs et que l'administration doit être à leur service. Nous voulons une France juste et nous voulons une France où chacun est fier de lui. Une France où un gamin n'est pas cassé par le système scolaire parce qu'on lui a dit qu'il fallait absolument qu'il aille vers la voie générale, le baccalauréat, l'université, alors qu'il aurait été heureux si on lui avait donné une formation d'ingénieur, de mécanicien, de boulanger, une vraie formation professionnelle qui lui aurait donné un métier. L'école française, elle correspond à un Français sur 2, elle doit correspondre demain à tous les Français. Une France fière, vous me permettrez d'être un tout petit peu plus long là-dessus. C'est une France qui est fière de ses entrepreneurs. Ou vous, entrepreneurs, vous les jeunes entrepreneurs, vous pourrez dire partout dans le monde, vous savez, il y a un pays qui est attractif pour les entrepreneurs à cause de sa fiscalité, de son droit du travail, de son innovation, de sa capacité à créer, c'est la France. Je veux retirer le principe de précaution de la Constitution française et le remplacer par un principe d'innovation pour que vous puissiez créer une France fière. Voilà ce que je veux porter. Et cette France juste, cette France fière, je vais vous dire une chose qui me tient profondément à cœur. Aucun sauveur ne vous la construira. Aucune personnalité politique ne vous la portera sur un plateau. C'est vous qui allez la construire, cette France juste et cette France fière. Vous êtes, vous, entrepreneurs,
une de mes raisons d'espérer dans la France. Je vous le dis, parce que c'est ce que je crois profondément. Ce sont les Français, avec leur talent, avec leur liberté, avec leur créativité, avec leur générosité profonde, avec leur génie créatif, avec leur volonté de se battre, avec leur résistance profonde. C'est eux qui créeront cette France fière et cette France juste. Je veux être chef de l'État. Je ne veux pas tout diriger à la place de tout le monde. Je ne veux pas être Premier ministre à la place du Premier ministre ou ministre de l'économie et des finances à la place du ministre de l'économie et des finances ou entrepreneur à la place de vous, entrepreneurs. C'est à vous que je fais confiance. C'est vous qui allez redresser avec tous les Français notre pays. Le rôle du chef de l'État, c'est de fixer le cap, c'est de défendre une vision, c'est pas de prendre la place de chaque Français et d'exercer ses responsabilités à la place des Français. C'est ma vision du chef de l'État et c'est l'espoir qu'avec tous ceux qui me soutiennent depuis 4 ans, nous voulons construire pour la France. Merci à tous. Bruno Le Maire. Bruno Le Maire. Alors, Bruno Le Maire, l'exercice pour terminer cette prestation, c'est le mot de la fin. C'est un mot, c'est un groupe de mots, c'est une phrase qui va apparaître alors que vous l'écrivez sur la tablette, sur les écrans. On la découvre ensemble. Voilà, un seul mot, alors que le président Gattaz va venir vous saluer. Je vous demande d'applaudir et de remercier encore Bruno Le Maire. Merci à notre première personnalité politique. Deuxième personnalité politique qui va nous rejoindre tout de suite d'ailleurs, c'est le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, fondateur du pôle des réformateurs, Jean-Marie Le Guen, qui est avec nous. Merci d'être avec nous. Je vais vous remettre le micro, après que vous ayez, je vous en remercie, salué nos chefs d'entreprise. J'ai 3 chiffres pour vous, Bruno Le Maire. Et j'ai 3 chiffres pour vous, Jean-Marie Le Guen. Bruno Le Maire, c'était avant. Oui, je sais, il est là, il est là. Et ce n'est pas les mêmes chiffres d'ailleurs. Alors 13. 13 chiffres, on est bien chez soi. 13 comme un lieu emblématique pour vous, comme le sud-est de Paris, comme le 13e arrondissement, dont vous êtes l'élu depuis 1983. C'est la première... Non. 97 en réalité, j'étais suppléant en 88. Oui, mais enfin, ça commence à faire. Ça commence à faire. Parlez bien près du micro. Longévité, fidélité, 13, un sacré numéro pour vous, Jean-Marie Le Guen. 41 milliards, ça c'est le chiffre économique, chiffre entreprise, un chiffre important pour vous et que vous teniez à mentionner ici, les 41 milliards d'euros d'allègement de charges pour les entreprises, je vous cite dans le cadre du pacte de responsabilité pour favoriser l'investissement et les embauches. Et puis le troisième, c'est un chiffre un peu personnel. Je me suis renseigné là aussi. Merci Thomas. 8, chiffre mêlé. 8, c'est votre poste au rugby. Jean-Marie Le Guen, vous appréciez les valeurs de cohésion, l'esprit d'équipe de ce sport. 8, c'est un peu votre chiffre porte-bonheur, comme en Chine. Chance, esprit d'équipe, cohésion. Marquez, ça peut aider au gouvernement par les temps qui courent. Je vous demande d'accueillir et de remercier chaleureusement Jean-Marie Le Guen pour sa présence aujourd'hui. Merci infiniment. On commence avec le premier exercice. Parlez bien près du micro. Oui. Avec le chrono ici, votre pitch en 1 minute 30. Tout d'abord, bonjour. Je suis ici non pas en tant que candidat, mais comme contributeur au nom de la gauche réformiste. Mais je veux aussi vous parler avec un esprit de réalisme. Parce que si je ne suis pas candidat, je ne me sens pas obligé de faire des promesses, mais devant vous, je voudrais prendre des engagements, donner les explications des parcours et des stratégies que nous voulons mettre en œuvre. Je crois que notre pays est confronté, vous le savez, à des défis tout à fait considérables. Jamais la situation n'a été
aussi difficile depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pratiquement dans tous les domaines. Les transformations et les mutations se réalisent et se visualisent à peu près dans tous les domaines. Ce qui était acquis ne l'est plus forcément aujourd'hui. Alors, parce que nous allons connaître en 2017 des élections à la fois présidentielles et législatives, et d'ailleurs je vous invite à ne pas forcément faire l'amalgame que nous faisions d'habitude. Là aussi, c'est une nouvelle époque qui peut aujourd'hui paraître. Eh bien, je voudrais que nous puissions développer ensemble l'espoir, l'espérance, effectivement, et non pas les illusions. Et puis, je crois aussi que nous devons avoir un sens particulier de l'intérêt général. La réalité de notre pays, c'est de voir combien, à peu près partout, la tentation de la radicalité, elle est là. Et le risque est grand de voir notre pays déjà fragmenté s'opposer encore. C'est pourquoi notre projet, qui a évidemment un substrat économique qui est d'abord celui de la compétitivité, c'est d'abord de refonder la République et d'amener la gauche à se rassembler, sans doute, c'est notre devoir de politique, mais de faire aussi, de faire en sorte que nous rassemblions les Français et que nous sachions, au sein de ce camp républicain, travailler ensemble et être capables, s'agissant de la gauche, de se dépasser elle-même. Je vais essayer d'en donner quelques éléments à travers les questions que vous voudrez bien me poser. Merci. Voilà. Merci Jean-Marie Le Guen. Venez nous rejoindre d'ailleurs. Merci de vous prêter au jeu des questions-réponses avec les entrepreneurs. C'est Robert Vassoyan qui vous pose la première question. Bonjour. Bonjour. Alors, avec la révolution numérique, on bouleverse complètement le rapport au travail. On en a parlé tout à l'heure. L'intelligence artificielle va permettre de robotiser même les services. Ce n'est pas la fin du salariat, on l'a dit tout à l'heure, mais bientôt il risque de ne plus être majoritaire. Aux États-Unis, on prévoit plus de 50% d'indépendants à l'horizon 2020. Aujourd'hui, dans nos entreprises, l'adaptabilité, la polyactivité, comme on dit, est plus valorisée encore que l'expertise. Donc on est face à des mutations profondes et ce serait tellement bien si pour une fois, on pouvait donner de l'avance à la France avec un cadre qui permet de répondre à ces transitions. Donc la question, c'est tout simplement comment on prépare, comment vous préparez le pays, nos jeunes, à ce nouveau monde. Bien sûr, il faut protéger, mais il faut être compétitif, il faut rester simple. On a le sentiment qu'il y a énormément de choses à changer, alors qu'aujourd'hui, notre cadre est à 99% orienté vers le monde d'hier, le monde du salariat. Et on a vu dans les débats récents à quel point on était loin de la prise de conscience de ces mutations. 5 minutes pour répondre, Jean-Marie Le Guen. Vous avez raison, et je n'aborderai pas directement tout ce qu'il faut faire pour que notre pays soit à la pointe du développement économique, technologique, en matière scientifique, en matière de recherche, sur tous ces aspects de la numérisation. Et je voudrais aussi parler de la révolution biologique qui viendra et qui complétera toutes ces transformations. Vous m'avez particulièrement interrogé sur l'aspect social, au sens large du terme, l'accompagnement que nous devons avoir. D'abord, la première des choses, c'est de dire que si nous avons beaucoup avancé, me semble-t-il, sur les questions touchant à la compétitivité de nos entreprises liées au coût du travail, nous avons aujourd'hui, grâce à cette action du pacte de responsabilité des 41 milliards et du CICE, fait en sorte que nous nous rapprochons petit à petit du poids moyen du coût du travail en Europe, et singulièrement, nous sommes passés en dessous du coût du travail allemand. Mais fondamentalement, ce qui est aujourd'hui en cause, c'est tout cet investissement dans le capital humain dans lequel on veut et nous devons continuer, l'éducation, la formation professionnelle. Mais allons au-delà, parce que bien sûr, vous avez raison de parler de souplesse, d'adaptabilité, de réactivité de nos entreprises. C'est ce qui a été mis en place, je le crois, et sur lequel il faut évidemment que nous allions plus loin, mais c'est ce que nous avons mis en place avec la loi El Khomri sur des aspects qui n'ont pas toujours été malheureusement entendus et discutés, y compris dans l'opinion publique. C'est le compte personnel d'activité qui permet de transformer le fait que les statuts sociaux ne soient plus liés à un statut professionnel, mais au parcours des individus. C'est aussi une réflexion sur les nouvelles relations sociales qui doivent exister entre les plateformes et les auto-entrepreneurs, ceux qui s'engagent dans des statuts différents du salariat. C'est aussi une réflexion évidemment fondamentale sur la capacité de bouger les normes dans le dialogue social et la révolution qu'a été, quoi qu'on en dise, l'adoption de cette loi qui a remis au cœur du dialogue social
l'entreprise. Alors nous pouvons et nous pourrions encore progresser. J'entendais parler tout à l'heure des prud'hommes. Effectivement, c'est ce gouvernement qui a fait voter dans la loi croissance-activité une réforme des prud'hommes qui allait directement dans le sens de ce que souhaitaient les PME. Malheureusement, le Conseil constitutionnel l'a cassé. Il faudra y revenir. J'y reviendrai moi-même, si vous le souhaitez, plus tard. Mais la démarche que nous avons entreprise, qu'il faut accélérer, c'est celle de plus de déconcentration et plus de responsabilité donnée sur les territoires, dans les entreprises, parce que l'adaptabilité ainsi que les schémas sociaux qui étaient ceux du passé, eh bien, doivent être transformés. C'est pour ça, d'ailleurs, que tous ceux qui spéculent sur le déclin de notre pays, qui ne voient pas les opportunités qui s'offrent à lui, sont, à mon avis, non seulement dangereux pour l'avenir du pays, mais plus encore, ne prennent pas en compte les véritables opportunités. Et on ne construit pas l'économie française, c'est à la fois irréaliste et dangereux de le faire sur la théorie du déclin, sur un pessimisme et sur des recettes qui étaient celles qui pouvaient exister il y a 10 ans. Quand on voit les aspirations des jeunes, on voit que le CDI n'est pas forcément le Graal qu'ils recherchent aujourd'hui. Robert Vassoyan. Non, mais c'est ça. Vous avez raison de dire que la loi allait dans le bon sens, mais vous avez raison de dire aussi qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et toute la question, c'est justement comment on va plus loin. On a le sentiment parfois en France qu'on essaye de faire du neuf avec du vieux. On prend de nouveaux statuts et on essaie de les rapprocher des anciens statuts, où on cumule et on accumule les statuts et on complexifie. Est-ce que le temps n'est pas venu de faire véritablement accepter une refonte générale du système, parce que c'est l'ensemble du système qui doit être beaucoup plus flexible. Est-ce qu'il faut continuer à avoir des statuts de salariés, des statuts de CDI d'un côté, et rajouter des statuts pour flexibiliser le reste de l'économie? Allons-y, une bonne fois pour toutes. Comment on crée cette acceptabilité? Voilà. 2 éléments pour vous répondre très directement, parce que je vais dans le sens de ce que vous dites. Je pense qu'il faut, d'une part, refonder notre protection sociale en l'unifiant. Il faut un régime unique de sécurité sociale. Il faut aller ensuite vers des comptes notionnels en matière de retraite. Il faut aussi, en matière de contrat de travail, faire ce qui n'a pas été encore engagé, mais ce qu'on appelle les contrats Renzi, c'est-à-dire rapprocher les CDI des CDD, c'est-à-dire des droits progressifs dans le contrat de travail. Voilà un certain nombre de schémas qui sont déjà des réformes tout à fait considérables, qui demanderont des explications et qui donneront lieu à des contestations qui seront fortes dans notre pays. Mais c'est la dimension de la transformation sociale qui, à mon avis, est acceptable dans ce pays. Pour le reste, moi, je ne serai pas de ceux qui font des promesses ni dans un sens ni dans un autre, alors que la réalité économique et la réalité sociale de ce pays ne le permet pas. Aujourd'hui, prenons nos responsabilités, parce que vous êtes des chefs d'entreprise. Ne croyez pas que la radicalité et que les politiques des tables rases soient la solution pour notre pays. Deuxième question. C'est Sophie de Menton qui vous la pose, Jean-Marie Le Guen. Oui, Monsieur le ministre, nos responsabilités, nous les prenons tous les jours. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire, et c'est une question d'éthique, que votre gouvernement nous fait peur. Nous, chefs d'entreprise, qui n'avons peur de rien. Il nous fait peur parce que tous les matins, on nous réserve quelque chose de nouveau. Nous avons une instabilité qui perdure depuis plus de 2 ans. Et nous avons peur pour les 9 mois à venir. Et je pense que vous faites partie d'un courant réformateur. Je veux penser que vous avez le sens de l'État et que vous souhaitez que la France se réforme. Mais malheureusement, vous n'avez fait que de la politique. C'est-à-dire que vous avez donné des gages quand il fallait réformer. Et c'est difficile, c'est vrai. Quand il fallait faire accepter une réforme, vous avez été obligé immédiatement de faire marche arrière et de donner des gages à une partie de votre camp qui est contre, effectivement, les réformes économiques et la croissance de l'entreprise. Donc, ma question est, il reste 9 mois. Mais ces 9 mois, que vont-ils être? Nous avons le ministre de l'économie dans lequel nous croyons et qui a essayé de réformer le pays, qui n'est plus là. Qu'est-ce qu'il faut penser pour ces 9 mois? Parce que c'est bien de parler d'avenir, mais nous, c'est tous les matins que nous nous levons et que nous avons des inquiétudes pour notre entreprise. Alors, quid des 9 mois à venir? 5 minutes, Jean-Marie Le Guen. Chère madame, je ne comprends pas complètement votre question, puisque dans un premier temps, vous nous accusez, écoutez bien, vous nous accusez de faire trop de changements qui, quelque part, vous gênent, et de l'autre côté, vous n'en attendez plus. Je pense que d'ailleurs, votre hésitation est à l'image réelle de ce que pensent les Français. Les Français, de ce point de vue, sont à la fois persuadés qu'il faut changer notre pays et en même temps extrêmement réticents devant ces changements.
Je ne crois pas. Comment faire sincèrement, l'explication de texte? Je ne crois pas. Mais l'explication de texte, elle se fait en avançant. Je ne crois pas qu'on puisse dire que la loi El Khomri soit une loi qui n'a rien changé sous prétexte que, par exemple, sur la question des prud'hommes dont je parlais, effectivement, nous avons envisagé à un moment de l'inscrire dans la loi, ce que nous avions fait d'ailleurs dans une loi précédente pour les PME, et sur lequel nous avons reculé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une majorité, non pas dans notre majorité politique, que nous avons d'ailleurs, comment dirais-je, nous avons réglé ce que nous avions à régler avec notre majorité politique. Oui, madame, la loi, elle a été adoptée, y compris quand il y avait des gens de gauche qui protestaient. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des manifestations dans la rue, il y en aura peut-être d'autres. La réalité, et vous le savez bien, vous qui êtes chef d'entreprise, vous savez très bien que les salariés, indépendamment de ce que pouvait dire la gauche contestataire, et peut-être en ne plaçant aucun espoir dans cette gauche contestataire, mais ces mêmes salariés avaient des craintes devant la notion même de changement sur des sujets, par exemple, s'agissant de la limitation des indemnités prud'homales. Et le rôle d'un politique, c'est de ne pas vous dire que par un coup de baguette magique, les choses vont changer et que la psychologie des Français ne va pas être tendue entre la compréhension qu'il faut changer et en même temps ce qu'ils redoutent pour eux-mêmes. Et notre pédagogie, et je veux bien croire qu'à certains moments, nous n'avons pas été au niveau en matière pédagogique. Mais cette tension, elle existera toujours, parce que vous la connaissez vous-même comme chef d'entreprise. Lorsque vous êtes dans votre entreprise, vous savez très bien ce qui est nécessaire pour votre entreprise, mais vous savez aussi que tout n'est pas possible et tout n'est pas acceptable immédiatement pour vos salariés. Alors les 9 mois à vous venir. êtes dans cette même situation que nous, qui est de dire il faut changer, il faut aller dans telle direction, mais en même temps, nous devons prendre en compte ce qui est acceptable. Deuxièmement, je ne crois pas, il y a deux visions du changement aujourd'hui. Moi, je ne crois pas, je vous le dis très sincèrement, autant il faudra modifier le modèle social qui est le nôtre, autant je ne crois pas à une stratégie d'abaissement ou de destruction de notre modèle social. Non, non. Après, bien, ça veut dire à partir de là que sur l'éducation et sur la santé, il faudra continuer à investir dans ce pays. Peut-être qu'il faudra là aussi réformer et l'éducation et la santé, mais croire qu'on ne pourra pas et qu'il ne devra pas être investi dans ces domaines, c'est un mensonge, ou en tout cas, ça serait prendre une responsabilité considérable. Les chefs d'entreprise, Ce n'est pas celle du progrès. les chefs d'entreprise Le vous progrès, répondent. c'est l'investissement dans l'éducation, dans la formation et par ailleurs dans le domaine de la santé. On peut effectivement toujours dire ça. Moi, je vous parle tout simplement de la réalité des choses. Vous prenez des décisions qui concernent nos entreprises sans vraiment nous consulter. Quand vous prenez la décision, pourquoi pas, de faire un prélèvement à la source pour les impôts. Nous avons testé, nous avons tenté de vous alerter sur la difficulté de le faire. Nous avons essayé d'expliquer que nous n'y arriverons pas. Même chose pour la bénibilité. Il y a, pardonnez-moi, mais un certain mépris de la réalité du terrain que nous ne comprenons pas et qui crée cette instabilité dont je vous parlais. Christophe Catoire veut réagir aussi. Juste rebondir sur le fait, vous évoquiez le fait qu'il y a eu un certain nombre de changements et il y a eu des volontés de faire bouger les choses. Vous avez parlé de la loi travail, elle a une version 1 sur laquelle je pense qu'on a été nombreux à soutenir les avancées qu'il pouvait y avoir. Il y a eu un reculement. Vous nous avez parlé tout à l'heure, à juste titre, parce que je pense que c'est une bonne idée, Bruno Le Maire l'a évoqué juste avant vous, la loi Renzi et le contrat à droit progressif. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait? Je reviens sur ce qui avait été évoqué. Il y a un moment donné, le sujet qui manque, c'est la direction, elle est claire, mais il ne faut pas y aller à trop petits pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tant qu'à mettre les Français dans la rue, autant que la réforme soit consistante. C'est vraiment ça qu'on regrette. J'entends ça, Thomas Le Guen. cher monsieur. Je vous le dis, il y a des manifestations extrêmement visibles. On nous a expliqué que la jeunesse était dans la rue. Tout ça, ça a été un phénomène tout à fait désagréable, notamment pour des responsables politiques de gauche. Mais ce n'est pas vrai que le pays s'est en profondeur mobilisé. Car il y a eu d'autres mouvements sociaux qui ont existé sous d'autres majorités où le pays a été authentiquement bloqué et durablement. Ça n'a pas été le cas malgré tous les désagréments et un certain nombre de désagréments pratiques qu'ont pu rencontrer nos compatriotes. Mais nous avons surmonté ces difficultés, même si nous en payons le coût politique, ce que nous assumons complètement. Et donc il faut pouvoir avoir une pédagogie d'une part et un séquençage du changement. Tout n'est pas possible tout le temps, tout de suite. Et la table rase, encore une fois, elle n'ira nulle part. Ça a déjà été tenté dans notre pays. Ça n'avance pas. Il faudra donc que nous ayons une explication profonde.
Et c'est vrai que l'élection présidentielle et législative est l'occasion de développer de cette pédagogie. Mais il faut savoir exactement ce que l'on met et là où on va. Et là où on va, ce n'est pas vers une réduction des droits, mais c'est une modification de notre contrat social, indiscutablement, mais avec toujours le souci du capital humain, ce qui me semble-t-il distingue encore la gauche et la droite, en tout cas sur les degrés d'investissement en matière de capital humain. On a une question. Oui, madame, quand on dit, madame, je suis désolé, mais quand on dit qu'on va supprimer 300 000 fonctionnaires, et là, je ne pense pas que vous faire pleurer les uns et les autres en soulignant cela, et qu'on va le faire essentiellement sur l'éducation et sur les hôpitaux, je dis qu'à mon avis, il va y avoir quelques petits problèmes qui vont être rencontrés dans le pays. Excusez-moi simplement de le souligner. Mesdames et messieurs, quand vous êtes touchés, vous, chefs d'entreprise ou tout simplement français, et que vous allez dans les hôpitaux, vous êtes les premiers à demander à ce que vous soyez bien soignés. Et sachez que dans notre pays, c'est un élément de notre identité qui fait aussi notre fierté et notre rayonnement. Alors, Jean-Marie Le Gouët, vous parlez des hôpitaux justement. On va partir, mesdames et messieurs, dans les territoires justement, où il y a des hôpitaux, où il y a des services publics, avec une question qui émane d'un chef d'entreprise. C'est Yann Le Jolivet, qui est directeur départemental pour CMB Arkea, et il vous pose la question tout de suite. Ma question est relativement simple. On sort de très belles journées dans le cadre de l'Euro 2016, et durant cette compétition, il semble qu'on ait adoré sportivement ce qu'on aborde économiquement. Une formation en alternance dès le plus jeune âge, des équipes très sélectives, des coachs placés en situation de responsabilité, des salaires au prix de marché et même la concurrence internationale reconnue à travers un système de défiscalisation et de détaxation spécifique. Élu président de la République, envisagez-vous de sortir de ce déni de réalité économique? Quelles mesures concrètes voulez-vous mettre en place pour faire en sorte qu'on soit davantage projeté dans les investissements d'avenir plutôt que dans la culture de la nostalgie d'une certaine grandeur passée? Non, je ne dirais pas qu'il faut renoncer à la grandeur. Je crois que notre pays a un rôle particulier. Mais par contre, j'irais tout à fait dans le sens, c'est que autant, j'ai parlé des hôpitaux ou de l'éducation, je pense qu'il faut continuer à investir profondément dans ces domaines, mais je pense que cela passe par des réformes profondes du fonctionnement. D'ailleurs, la révolution scientifique et technique, le numérique dont on parle, ou la révolution biologique, vont bouleverser considérablement l'organisation des hôpitaux ou de l'éducation, pour prendre ces deux domaines. Et donc, il faut que nous ayons la capacité, effectivement, non pas de désinvestir, mais de transformer les modèles de ces structures profondément. Si demain on doit aller vers un apprentissage où le rôle de l'enseignant n'est plus du tout le même parce que l'élève travaille d'abord en ligne et ensuite il a un professeur qui vient le soutenir mais qui n'est plus dans le rôle académique qui est le sien. Si demain l'essentiel des soins se font de façon ambulatoire et de moins en moins hospitalisés, on voit bien qu'il y a une transformation considérable. Et oui, c'est vrai qu'il y a des freins au changement considérables dans notre pays. Mais ces freins, encore une fois, nous ne pouvons pas les décider sans une participation majeure des Français. Je vous dirais, et vous le savez parce que c'est l'engagement que je propose, et en tout cas de cette gauche réformiste, c'est de mobiliser les Français et en particulier les chefs d'entreprise. Nous avons besoin de l'esprit d'entreprise, nous avons besoin de nos entreprises pour l'emploi, pour l'économie, mais aussi plus généralement pour la transformation sociale de ce pays. Robert Vassoyan, une réaction. Intéressant l'exemple que vous prenez sur la santé. C'est probablement un des domaines, 11% du PIB en termes de dépenses, et ça va aller en s'accroissant. C'est peut-être un des secteurs qui peut bénéficier le plus de la révolution numérique, mais rien ne se passe. Absolument rien ne se passe. Et c'est pas, là je ne m'adresse pas forcément à un gouvernement en particulier, mais de manière générale. Le dossier médical patient mort-né. Il n'y a strictement aucun cadre pour des avancées comme la télémédecine. On n'ose pas aborder les sujets compliqués, qui sont des sujets de société sur jusqu'où veut-on aller dans l'exploitation des données, du big data. Donc comment on fait? Parce que si effectivement le sujet n'est pas aussi simple que juste réduire les effectifs, même si à un moment donné il faut raisonner en termes d'efficience et qu'il s'agit de transformer en profondeur en tenant compte de ces mutations. Et que le digital aide?
Comment on fait? Pourquoi on n'y va pas? Rien ne se passe dans ce domaine-là. C'est triste. Alors qu'on y tient à notre santé et on peut créer une filière autour de la transformation de la santé extraordinaire en France. On parle des fintech, on peut créer une filière d'innovation autour de la santé. Donc pourquoi on n'y va pas justement sur ce genre de projet? Puisque, comme vous le dites, le sujet n'est pas juste de réduire les effectifs. Vous avez raison. L'histoire de la transformation numérique dans différents domaines a connu de nombreux échecs. Pas qu'en France. Pas qu'en France. Bien. Mais non, mais vous avez raison. Non, mais je veux dire par là, la matière est extrêmement compliquée. Mais nous avons connu des échecs. Pas ce gouvernement, spécialement. Plutôt ce qui s'est passé ces 15 dernières années, par exemple dans le domaine dont vous parlez. Aujourd'hui, il y a des investissements d'avenir qui favorisent la naissance d'un certain nombre de start-up. Parce que, y compris la vision que nous avions du numérique il y a 5 ou 10 ans, est très largement dépassée aujourd'hui par le fait que ce mouvement qui va vers la responsabilisation des acteurs, c'est un mouvement en profondeur qui fait que la verticalité à la fois de la décision, de l'organisation, est de plus en plus challengée par la transversalité, par la mise en responsabilité des Français. Et c'est d'ailleurs ce qui doit être porté non seulement dans le management, non seulement dans la transformation des politiques publiques, mais plus généralement dans la politique. Je pense que le moment qui fut celui où on voit des candidats à l'élection présidentielle et qui vous livrent une série de promesses qui ne seront pas forcément réalisées, non pas parce qu'ils n'en auraient pas la volonté, mais parce que tout simplement la situation est beaucoup plus complexe dans les réactions de la société d'une part et dans la complexité politique d'une part, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, j'en sais quelque chose dans mes fonctions, eh bien, il faut que nous ayons un autre rapport plus adulte au choix politique. Ne sacralisons pas. Et de ce point de vue, ce que disait Bruno Le Maire, j'en suis assez d'accord. Il y a une lecture des institutions qui ont été celles, par exemple, du quinquennat, qui concentre tout le pouvoir. Alors, il faut une impulsion du président de la République. Mais le président de la République, il est là pour redonner le pouvoir aux Français. C'est ça l'objectif d'une nouvelle forme de gestion de notre société, une gestion où on met les chefs d'entreprise en responsabilité pour leurs entreprises, où on met les acteurs de l'éducation nationale en responsabilité, et notamment, je parle aux chefs d'établissement, où l'on donne plus de responsabilités aux uns, où on enlève de l'administration et on met plus d'investissement et de croyance dans la subsidiarité. Jean-Marie Le Guen, je vous demande de l'applaudir. On va aller sur le devant de la scène, Jean-Marie Le Guen, avec en 2 minutes pour conclure votre vision de la France, peut-être sur les 9 mois à venir et au-delà. 2 minutes, on vous écoute. Oui, je crois que nous devons, et c'est un des vrais challenges auxquels nous sommes confrontés, il faut que nous ayons la volonté de voir la France pour les 10 ans, pas simplement pour les 9 mois qui viennent. La France dans 10 ans, eh bien, il y a plein de questions ouvertes. À la fois la nature de sa société, comment sera-t-elle toujours une république et une démocratie? Ces choses qui nous semblent aujourd'hui évidentes, lorsqu'on regarde le monde autour de nous, ce n'est pas forcément si évident que ça. Nous sommes attachés à une civilisation, nous, Français, à une culture nationale, bien sûr. Et nous savons que cette nation française, elle s'est construite dans l'histoire. Un plébiscite, disait Renan, mais c'est un plébiscite qui est tourné vers l'avenir. Nous devons avoir le souci de notre identité, mais d'une identité que l'on construit ensemble pour l'avenir, où on est capable d'intégrer l'ensemble des changements technologiques, on en parlait, économiques, mais aussi géopolitiques, aussi humains et culturels, puisque nous sommes dans une société qui va se transformer d'une façon incroyable dans les 10 ans qui viennent. Mais cela veut dire, ce changement ne veut pas dire que nous devions renoncer à la puissance de ce qu'est la France. Je crois beaucoup en Europe, et notamment autour de nos voisins, dans cette Europe de l'Ouest. La France peut être un élément de référence. Bien sûr, nous avons, en matière de compétitivité, continué à faire des efforts considérables, que ce soit en matière de coûts, que ce soit en matière d'investissement hors coût, de la qualité et de la formation, de la richesse de notre capital humain. Mais nous avons aussi la capacité globale. Ce pays est un pays global qui reste une puissance d'influence dans le monde. N'ayons pas crainte d'être fiers de ce que nous sommes. Et le gouvernement auquel j'appartiens peut présenter aussi un bilan et des éléments de fierté sur la manière dont nous sommes reconnus aujourd'hui dans le monde et le rôle que joue encore notre pays. Eh bien, je le crois, dans les 10 ans qui viennent, la France n'a pas vocation à s'effacer, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas un acteur majeur de cette
refondation de l'Europe auquel nous comprenons bien qu'il faut aujourd'hui s'atteler. Mais notre pays a de l'avenir. Nous avons la nécessité de retrouver la foi et la force dans l'espérance de ce qui est la civilisation européenne et la puissance de notre patriotisme. Je crois que dans les 10 ans qui viennent, nous devons mobiliser autour de ce projet et avoir refusé les problématiques du déclinisme, des fragmentations, des affrontements que certains nous proposent. Merci. Jean-Marie Le Guen, merci infiniment d'avoir joué le jeu, d'avoir été avec nous. On va terminer, je vais vous prendre le micro et vous allez venir. Venez avec moi, monsieur Le Guen. Vous saisir de ce stylet et écrire quelques mots dont vous voudriez qu'on se les rappelle, et ils vont apparaître en même temps sur l'écran. Alors la ligne, du coup. Pardon, il y a un E comme... La République. Voilà. Un mot, un seul, République. Restez avec nous, le président Gattaz vient vous saluer. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour cette deuxième séquence de cette plénière qui permet aux politiques de débattre avec les chefs d'entreprise. Alors, la formidable dynamique que vous incarnez, vous, sur le terrain, dans vos entreprises avec le MEDEF, le maillage territorial, on en parlait, les TPE, les PME. Je vous propose de regarder une vidéo qui incarne tout ça, qui nous va bien aussi dans toute cette dynamique. Et ensuite, on accueille Nicolas Sarkozy, qui viendra lui aussi se prêter au jeu des questions de nos chefs d'entreprise, Robert Vassoyan, Christophe Catoire et, où est-elle passée? Elle va revenir, Sophie de Menton. Regardez et à tout de suite. Voilà, monmedef.com pour nous rejoindre si ce n'est déjà fait. Prochain rendez-vous tout à l'heure, j'aperçois Florence Poivet. On vous parlera de cette belle initiative et les jeunes apprentis sont là, les formateurs sont là aussi. Durant tout le Tour de France cet été, il y a eu au Tour de l'apprentissage, n'est-ce pas Florence? Et ça a été l'occasion de mettre en avant ce dont nous parlent les chefs d'entreprise, ce que vous incarnez au quotidien, ce que les politiques aussi prônent, c'est-à-dire la force de l'apprentissage sur le terrain, dans les territoires, et qui permet d'envisager une France dynamique et qui se construit à partir de ces territoires. Donc ce sera juste après Nicolas Sarkozy. On accueillera Florence Poivet avec tous les formateurs et puis les jeunes apprentis. Vous verrez qu'ils ont fait des choses formidables dans tous les secteurs d'activité, que ce soit la menuiserie, que ce soit la chaudronnerie ou encore la pâtisserie. Ils ont fait des vélos, ils ont construit des vélos, hein, c'est ça Florence? Voilà. Et vous verrez, c'est une formidable réussite qui incarne bien cette dynamique. Ensuite, juste après cette plénière politique, ne manquez pas, animée par Cyril Lachèvre, qui est journaliste et éditorialiste au journal L'Opinion, la plénière qui se déroulera ici, emploi, état d'urgence, avec des invités et un panel prestigieux, puisque Marwan Laoud sera là, Michel Landen, Guillaume Richard, Thomas Saunier, Lionel Zinzou.
donc animé par Cyril Lachèvre. Ce sera d'ici quelques minutes, après l'échange entre Nicolas Sarkozy et nos 3 chefs d'entreprise. Et deuxième session politique de cette journée, ne la manquez pas aussi, ce sera tout à l'heure en fin d'après-midi avec Alain Juppé, avec Marie-Noëlle Lienemann et avec Ramayad. Alors avant que Nicolas Sarkozy n'arrive, tiens, on va faire un petit tour de table. Sophie, Christophe, Robert, on va commencer avec vous, Robert. Satisfait globalement des prestations et de Jean-Marie Le Guen, qui est toujours là d'ailleurs, je le remercie d'être là, et de Bruno Le Maire. Bon, on ne nous avait pas dit qu'il fallait qu'on meuble et encore plus qu'il fallait qu'on juge live les prestations. Ah non, bah oui. Enfin, je suis surtout satisfait de pouvoir parler au nom des entreprises et interpeller et échanger au nom des entreprises avec les représentants politiques. Je trouve qu'il y a du fond. Je trouve qu'on aborde de plus en plus les sujets qui fâchent. Les 2 intervenants les ont abordés, probablement sous des angles différents, avec peut-être plus de liberté pour Bruno Le Maire, mais ça a été aussi abordé par Jean-Marie Le Guen. Donc, il y a du coup un espoir pour la République. Et du coup, quand on est une entreprise comme Cisco, qui, John Chambers interviendra, je le disais ce soir, et je vous en remercie, quand on joue le rôle que vous jouez avec la Chambre de commerce franco-américaine, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une vision depuis l'étranger de ce qui se passe en France. Bien sûr, bien sûr. Non, mais nous, on a fait le pari il y a un petit peu plus d'1 an qu'il y avait une transition possible en France, une transition économique. Donc ça, j'espère que ça va s'accélérer avec les réformes et les transformations nécessaires, mais surtout une transformation digitale. On voit une dynamique digitale dans le pays qui est extraordinaire. Une création vous en parliez pour le système hospitalier. Des talents extraordinaires. Et donc on parie là-dessus parce qu'on pense que ça peut faire bouger, ça peut mettre la pression sur l'ensemble de l'économie, parce que ça peut nous pousser vraiment à nous métamorphoser. Donc voilà, on fait ce pari-là, et quelque part, on est acteur, et donc on accompagne ce mouvement en décidant d'investir. C'est pas de dire tiens, quand ça ira bien, on investira. Sinon, on accompagne le mouvement et vous en amont, un petit peu avant les autres peut-être, de manière à pouvoir en bénéficier encore plus. Voilà. Christophe Catoire, vous aussi, à votre manière, un peu comme Robert Vassoyan, vous êtes aux avant-postes. Alors, les réactions? Les réactions, je trouve qu'il y a beaucoup de courage à se confronter en direct et de manière hyper interactive avec le monde de l'entreprise. Je vais faire court, je pense que M. Sarkozy est arrivé. On voit quand même que les thématiques qui sont centrales reviennent tout le temps, c'est-à-dire que l'emploi, l'enseignement, et puis on voit une forme de flexibilité pour affronter un marché qui a bougé et qui n'est plus forcément le marché historique. Donc merci en tout cas pour la transparence, ça renvoie des personnalités, et je pense que la personnalité est aussi importante à l'heure d'une préparation présidentielle. Merci. Sophie, très vite. Très vite, d'abord je pense que M. Le Guen a eu du courage, parce que c'est pas facile d'avoir une salle comme la nôtre, avec des entrepreneurs exigeants. Je pense que Bruno Le Maire, objectivement, nous a convaincus sur ce qu'il propose. Maintenant, effectivement... On va voir avec Nicolas Sarkozy. On va voir également avec Nicolas Sarkozy. On y va. Merci Sophie. Je vous demande d'accueillir Nicolas Sarkozy. Sous vos applaudissements. Il nous rejoint. Voilà. Je vous remercie. Je vais demander à nos amis photographes et journalistes
de bien vouloir libérer la scène. Et c'est un honneur d'accueillir Nicolas Sarkozy avec nous ce matin. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous faire l'honneur de revenir nous voir. Et j'imagine qu'avant de dialoguer avec les chefs d'entreprise, vous avez un message à adresser à tous les entrepreneurs ici dans cette salle. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, je vais vous demander un petit peu de silence et je vais demander à nos amis journalistes, s'il vous plaît, vous pourrez prendre des photos juste après, de respecter les autres personnes qui sont dans l'assistance. Merci à vous. Je vous demande d'applaudir Monsieur Sarkozy. Bon, mesdames et messieurs, juste quelques mots brefs pour vous dire, en style télégraphique, voilà ce que j'ai l'intention de faire dès le mois de juin 2017. Première décision, suppression du compte pénibilité que personne ne comprend et qui représente une trahison de plus de la part de ceux qui avaient promis aux Français de revenir sur la réforme des retraites que nous avions mis en œuvre. Deuxièmement, suppression du principe de précaution, remplacé par un principe de responsabilité. Je ne mets pas en cause la volonté de Jacques Chirac de l'époque, mais le principe de précaution est devenu, au fil des ans, un principe d'interdiction. La France doit être le pays de l'innovation, du progrès et de la recherche. La France ne peut pas être le principe de la peur, de l'hésitation et du refus du progrès. Troisièmement, abrogation immédiate de toute norme qui sera supérieure à la norme moyenne européenne. Je ne suis pas contre les normes, mais je ne vois pas au nom de quoi la France serait le seul pays à appliquer des normes que vos concurrents n'ont pas à respecter. Le comble du ridicule ayant été franchi récemment avec l'interdiction d'un pesticide qu'un comité Théodule a déclaré comme non dangereux mais pouvant l'être. Du coup, la production de cerises en France a été arrêtée, mais dans le même élan, le gouvernement qui a interdit l'utilisation de ce pesticide en France a autorisé naturellement l'importation des cerises d'Espagne qui utilisent le pesticide en cause. Comprenne qui pourra, nous n'avons pas fait l'Europe pour cela. Quatrième norme supprimée immédiatement, règle supprimée immédiatement, il s'agit du licenciement économique. Le licenciement économique doit être autorisé pour des raisons de réorganisation ou de perte de marché, et je souhaite que le tribunal ne puisse pas décider en opportunité des conséquences du licenciement. Il se contentera de vérifier la légalité de la décision qui a justifié la décision de licenciement. C'est au chef d'entreprise d'assumer et de décider des conséquences d'une perte de marché, d'une nécessité de réorganisation ou de la réduction du chiffre d'affaires. Deuxième élément, en juillet, le Parlement recevra un projet de loi de réduction de la dépense publique de 100 milliards d'euros. Cette application se fera à partir du 1er juillet 2018, prévoira sur le quinquennat 300 000 suppressions de postes, je précise pour que les choses soient claires, dans la fonction d'État et dans la fonction publique territoriale. Lorsque j'étais président de la République, nous avons supprimé 150 000 postes dans la fonction d'État. Malheureusement, dans le même temps, les collectivités territoriales, à l'époque dirigées aux 3/4 par la gauche, en ont créé autant. Ce qui fait que pour le déficit de la France et pour les dépenses publiques, l'effort qui a été fait au niveau de l'État n'a servi à rien.
Donc il faudra imposer aux collectivités territoriales le 1 sur 2. Deuxième élément, puisqu'il y aura moins de fonctionnaires, je vous annonce que dans la fonction publique d'État, la durée hebdomadaire passera à 37 heures. Payé 37. Mais on ne peut pas dire moins de fonctionnaires sans leur dire la vérité. Ils devront travailler davantage. Troisième élément, je vous annonce que le calcul des retraites dans le public et dans le privé se fera exactement sur les mêmes bases, c'est-à-dire calculé sur les 25 dernières années et non pas sur les 6 derniers mois. Égalité sur le frontispice de nos équipements, ça veut dire égalité avec naturellement l'intégration des primes et des primes qui seront chargées. Je veux également dire une chose pas facile, mais il faut le dire. Je souhaite, après y avoir bien réfléchi, réintroduire la dégressivité des allocations chômage, 20% de moins au bout de 12 mois, 20% de plus au bout de 18 mois. Le chômage est un drame pour ceux qui le vivent, mais le devoir de travailler sera toujours, à mes yeux, plus important que le droit d'être indemnisé. En juillet, troisième élément, nous voterons un plan de baisse d'impôts massif. Quelle serait la logique de l'opposition d'avoir combattu pendant 5 ans les 50 milliards d'augmentation d'impôts de M. Hollande et de dire aux Français, une fois arrivés, on était contre quand on était dans l'opposition, mais on les garde une fois aux responsabilités. L'alternance doit se traduire par une baisse des prélèvements. La seule mesure réellement efficace pour lutter contre le chômage, c'est la baisse massive des charges. Cette baisse doit être de 34 milliards d'euros, immédiate, pour remettre nos entreprises à égalité de concurrence avec vos concurrents sur le marché premier qui est le marché européen. S'agissant des transmissions d'entreprises, je souhaite l'exonération totale des droits de transmission en cas de changement de propriétaire, quel que soit le propriétaire, à la seule condition d'un maintien de l'activité pendant 5 ans. Et j'assume mes choix également. Je pense, Monsieur le ministre Le Guen, que quand on a travaillé toute sa vie, qu'on a créé un patrimoine, qu'on a payé des impôts, la propriété, ce n'est pas du vol, et il est normal de pouvoir transmettre en franchise d'impôt à ses enfants le produit d'une vie de travail. C'est ce que je pense. J'ai toujours pensé ça. Je n'ai pas changé d'avis. J'ajoute que dans mon esprit, les choses sont claires. J'avais intégré l'ISF dans le bouclier fiscal parce que je pensais les photographes et les caméramans, pouvez-vous gentiment vous déplacer vers la gauche un tout petit peu? Merci. J'ajoute, s'agissant de l'ISF, que j'avais cru régler le problème, ce n'était pas le cas en l'intégrant dans le bouclier fiscal, donc j'ai eu tous les inconvénients et aucun avantage. S'agissant de l'impôt sur la fortune, nous ne pouvons pas rester le seul pays d'Europe à l'avoir. Donc il faut choisir. Si on veut garder l'ISF, on sort d'Europe. Comme je souhaite qu'on reste en Europe, l'ISF sera donc supprimé dès le mois de juillet. Pour une raison d'ailleurs très simple. Peut-être, cher Didier Reynders, mon ami, la France et ses responsables pourraient décider d'arrêter de faire de la fortune de la Grande-Bretagne, de la Belgique, de Monaco et de la Suisse. Je suis pour qu'on crée de la richesse en France, pas chez les autres. Quatrième élément, je vous annonce 2 choses. La première, c'est le rétablissement des heures supplémentaires défiscalisées pour vos salariés. Je ne vois pas pourquoi on devrait condamner des gens qui travaillent toute la journée parce qu'ils veulent travailler plus et gagner davantage. Et c'était quand même une idée curieuse, une de plus de mon successeur, que d'abolir ces heures supplémentaires dont tout le monde était satisfait, chef d'entreprise comme salarié. Je sais bien
Elles avaient un grave défaut, elles avaient été voulues par moi. Mais enfin, elles seront donc rétablies. Et s'agissant de la durée hebdomadaire, les choses sont simples. Dans chaque entreprise, Monsieur le Président Gattaz, vous déciderez de la durée hebdomadaire, la vôtre. Je ne poserai que 2 conditions. La première, c'est que ça soit un accord. Pas un accord seulement avec les syndicats, j'en dirai un mot. Un accord avec un référendum d'entreprise dont l'initiative reviendra au chef d'entreprise, une fois de plus, et c'est décidé. Ceux d'entre vous qui veulent rester aux 35 heures, vous resterez aux 35 heures. Ceux d'entre vous qui veulent passer aux 37 heures ou aux 38 heures, vous passerez aux 37 heures, aux 38 heures, avec l'accord des salariés. Je pose une deuxième condition, c'est 37 payés 37, 38 payés 38. Je ne suis pas pour le travailler plus pour gagner moins, je suis pour le travailler plus pour gagner plus. Je n'ai pas changé d'avis de ce point de vue. Et enfin, je voudrais vous annoncer une dernière chose, et j'en aurai terminé, avant de répondre à vos questions. Je vous annonce la suppression de tous les seuils sociaux jusqu'à 50 et la fusion de tous les comités représentatifs à partir de 50. Mais ce n'est pas fini. On adore parler du dialogue social en France. On adore parler du paritarisme. Le paritarisme, c'est l'autre mot de l'immobilisme. Plus on dialogue, moins on fait. Parce que le dialogue est cadenassé par des organisations qui, la plupart du temps, se comportent comme des partis politiques et non pas comme des syndicats. Je plains beaucoup les dirigeants de toutes les organisations syndicales de salariés qui ont appelé comme un seul homme à voter pour François Hollande avec le résultat que l'on connaît. Eh bien, je vous annonce la suppression du monopole de présentation au premier tour des élections professionnelles. La démocratie, c'est la démocratie. Tous ceux qui veulent être candidats doivent pouvoir l'être. Je vous remercie. Nicolas Sarkozy. Alors, merci Monsieur Sarkozy de ce message pour les entrepreneurs qui sont ici avec nous. 3 entrepreneurs qui sont à vos côtés, qui vont vous poser des questions. On commence avec Christophe Catoire. On vous écoute, Christophe. Monsieur le Président, à la lecture de votre ouvrage, le mot compétitivité apparaît comme central. C'est vrai que pour nos entreprises, investir dans la modernisation de l'outil de production, au même titre qu'intégrer le digital dans nos process, d'ailleurs tant industriels que dans les services, c'est une clé de succès pour rencontrer la compétition internationale. Néanmoins, dans cette bataille-là, on a besoin de compétences, et de compétences pour lesquelles aujourd'hui, on a des difficultés à retrouver ces compétences à la sortie de l'école. L'école ne produit pas les compétences que nos entreprises attendent. Ma question, au-delà des initiatives que nous prenons, notamment sur l'alternance et l'apprentissage, que pensez-vous faire pour rapprocher enfin l'école de l'entreprise? Mon Dieu, c'est un bien vaste sujet, surtout dans le peu de temps que nous avons. Si je reprends ce que vous avez dit, la compétitivité, le vrai débat économique n'est pas entre la gauche et la droite, entre les libéraux, les keynésiens, les partisans des monétaristes. Le vrai clivage, le premier, c'est entre ceux qui pensent qu'on peut s'exonérer de la mondialisation et ceux qui imaginent qu'on peut mettre la France au frigidaire, entourée d'une ligne Maginot avec le succès dans l'histoire que l'on connaît. La mondialisation n'est pas un choix. La mondialisation est une réalité. À partir de ce moment-là, la seule réponse à la mondialisation, c'est qu'on soit compétitif. Si on met à nos entreprises plus de charges, plus de taxes, plus d'impôts qu'à leurs concurrents, on ne permet pas à nos entreprises de gagner de la croissance et donc de créer des emplois. Nous n'avons pas d'autre choix. J'ajoute que quand on s'exonère ou pense s'exonérer de la mondialisation, on ne peut pas peser sur elle. Je souhaite que la France accepte la mondialisation, renforce la compétitivité de son appareil économique et dans le même temps qu'on retrouve une voie de la France pour utiliser un mot qui est très important, qui est la régulation. Je crois à la nécessité de réguler, notamment le prix des matières premières. On a quand même eu ce spectacle invraisemblable depuis 2 ans d'un baril de pétrole qui passe de $150 à 26. Et pas pour des raisons économiques, d'abord pour des raisons de spéculation financière. J'ajoute que le futur gouvernement ne laissera pas faire, je veux le dire, alors que je crois à l'Alliance Atlantique, je crois à l'amitié avec nos partenaires américains, mais l'impérialisme américain
les règles absurdes que font peser les Américains sur les banques sont inadmissibles et je n'ai pas accepté que notre gouvernement n'ait pas dit un mot quand les Américains ont sanctionné de manière parfaitement injuste des grandes entreprises françaises et des grandes banques françaises. J'ajoute que l'idée des Américains qu'à partir du moment où une entreprise utilise un dollar, elle doit être soumise à la justice américaine, que les États-Unis soient la première économie du monde, qu'ils soient nos amis, que nous partageons des valeurs avec eux, c'est très bien, qu'on se laisse faire, ce n'est pas admissible. Jamais la France n'a été soumise, autant qu'aujourd'hui, au diktat américain, et jamais elle a eu aussi peu d'importance. Sur l'école maintenant. Alors, je voudrais faire une première remarque. 3/4 de nos jeunes qui arrivent au bac professionnel, y arrivent par le lycée. 1/4 par l'apprentissage. Si vous regardez les Allemands, les 3/4 y arrivent par l'apprentissage et 1/4 par le lycée. Je crois au lycée professionnel, j'apprécie le travail des lycées professionnels, mais la réalité, c'est quand un jeune n'est pas à l'aise au lycée classique, il n'est pas davantage au lycée professionnel. Je crois à l'apprentissage. Je veux qu'on change complètement la règle pour arriver au niveau du bac professionnel. Les 3/4 des jeunes y arriveront par l'apprentissage et non pas par le lycée professionnel. Et rapprocher le monde de l'entreprise, de la formation. Oui, bon, il y aurait beaucoup de choses encore à dire là-dessus. Sur l'école, je veux dire quelque chose qui n'est pas facile, mais qui doit être entendu. Je ne pense pas que l'école a besoin d'une énième réforme. Depuis 1958, je me suis amusé à regarder ça, il y a eu une réforme tous les 2 ans. Le cimetière des réformes de l'éducation nationale est plein, il n'y a plus de place. En revanche, et sans doute c'est une erreur que j'ai commise, je pensais qu'une bonne réforme de l'éducation nationale devait partir de l'enfant. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Une bonne réforme de l'éducation nationale doit partir du maître. Comment voulez-vous avoir une bonne éducation nationale avec des maîtres qui ne sont pas formés, qui ne sont pas rémunérés et qui sont désespérés par leur métier? Il faut avoir l'idée. Savez-vous combien de temps travaille? Quelles sont les obligations de présence d'un agrégé, c'est-à-dire le top? 15 heures par semaine, 6 mois de l'année. Un certifié, quelles sont les obligations de présence? 18 heures par semaine, 6 mois de l'année. Un enseignant, un maître d'école, du primaire, de la maternelle, 24 heures par semaine, 6 mois de l'année. C'est très difficile d'être un enseignant. Et je les admire, parce que déjà, quand on a ses propres enfants, c'est pas facile. Je vois que je partage une expérience personnelle commune avec quelques personnes dans la salle. Mais le problème de nos établissements, notamment des lycées et des collèges, c'est qu'il n'y a plus d'adultes. Parce que quand on a 15 heures d'obligation de présence, on groupe ses cours sur le lundi et le mardi. Donc je vous annonce 2 réformes. La première, c'est que tous les enfants de toutes les familles de France, quels que soient les revenus de ces familles de France, je veux qu'ils puissent faire leurs devoirs surveillés, dans des études surveillées à l'école, plutôt que de rentrer chez eux ou devoir subir la loi de la rue. Deuxièmement, nous ne laisserons plus passer dans la classe supérieure un enfant qui, au cours préparatoire, ne maîtrise pas la lecture. Ça ne sert à rien de faire croire à des enfants qui peuvent passer dans la classe supérieure pour accumuler à chaque année du retard. Donc il y aura un CP+, tout enfant qui ne pourra pas suivre, qui ne maîtrisera pas la lecture, on attendra qu'il maîtrise la lecture pour qu'il passe au-dessus. Enfin, 2 dernières choses. Les 3 ou 4 individus qui, par collège ou lycée, rendent la vie impossible des autres, eh bien, nous les orienterons dans des internats à encadrement renforcé. Il y en aura 1 par département. Et les parents qui ne voudront pas que leurs mineurs, qui rendent la vie impossible des autres dans les établissements, s'y rendent, verront leurs allocations sociales et familiales suspendues immédiatement. Quant aux autres, les décrocheurs, c'est-à-dire ceux qui, depuis la 3e, ne vont plus à l'école et qu'on retrouve à 18 ans pour postuler au RSA, eh bien, tout jeune de 18 ans qui n'aura pas d'emploi ou qui n'aura pas de formation se verra obligé, je dis obligé, de participer à un service militaire où il apprendra à se lever tôt,
à respecter la discipline et même à parler français. Alors, on a une question de Robert Vassoyan. Alors, avec les dépenses publiques qui représentent 57% du PIB, vous l'avez dit, la modernisation de nos services publics est une nécessité absolue. Au-delà de la réduction chiffrée des déficits et des effectifs, est-ce que ce n'est pas au-delà de ça aussi un projet de société? Quel État veut-on pour les 10 prochaines années? Est-ce qu'on veut moins de providence, plus de régalien? Comment on met l'usager au centre? Et c'est vrai qu'avec la révolution numérique aujourd'hui, on peut réduire les déficits en améliorant les services, mais aussi en créant des marchés pour nos startups, pour nos PME, en créant un appel d'air. Mais ça, c'est un véritable projet qu'il faut engager, au-delà de la réduction des déficits. Donc vous avez fait, et il y a des obstacles, on le sait, il y a des résistances extraordinaires. Vous avez fait la RGPP, est-ce qu'aujourd'hui, avec la révolution numérique, justement, il ne faudrait pas une RGPP 2.0 beaucoup plus ambitieuse, mais aussi associant les citoyens, peut-être même à travers un référendum, parce qu'il est temps peut-être de repenser notre État, repenser la santé, l'éducation, la fonction territoriale. Il faut qu'on se l'approprie, remettre l'usager au centre et réduire les déficits. Comment fait-on? Bon, le premier problème de la France, contrairement à ce que je lis à longueur de journaux, ce n'est pas le problème de la dette, ce n'est pas le problème du déficit, c'est le problème de la dépense. C'est la dépense qui crée de la dette et qui crée du déficit. Pour réduire la dette et pour réduire le déficit, il faut d'abord s'attaquer à la dépense. C'est la dépense qui doit être poursuivie. On est à 57,5% de dépenses publiques dans le PIB. L'objectif à la fin du quinquennat, on sera à 50%. La dépense est la clé. Alors, pour faire des grosses économies, il faut s'attaquer au gros budget. Et si vous attaquez au petit four, c'est bien pour avoir des articles, mais en termes de récompenses budgétaires, ça ne sert à rien. Le premier budget, c'est le budget de la fonction publique, 45%. Alors j'admets bien volontiers, je suis tout à fait prêt à le reconnaître, que le 1 sur 2 peut paraître sévère. Mais l'avantage du 1 sur 2, c'est qu'il produit des résultats. Que sont devenues les 60 000 prétendues créations d'emplois dans l'éducation nationale de François Hollande? Rien. Zéro. Comme le reste. Le sable dans l'eau, l'eau dans le sable. C'est la même chose. J'exonérerai de la règle du 1 sur 2 toutes les forces de sécurité. Pour le reste, y compris à l'éducation nationale, c'est le 1 sur 2, et je l'ai dit également pour la fonction publique territoriale. Alors oui, il faut réfléchir aux missions de l'État. Je ne suis pas de ceux qui crient haro sur l'État, haro sur les fonctionnaires, haro sur le service public. Quand il y a une catastrophe, on est bien content de trouver des fonctionnaires dévoués, compétents, utiles, surtout quand c'est le dimanche où le pays est ravagé par une tempête extraordinaire. Le problème, c'est que nous avons choisi le nombre alors qu'il faut choisir la qualité. On doit avoir moins de fonctionnaires, mieux formés, mieux rémunérés. Et je vous annonce qu'on autorisera les collectivités territoriales à faire des contrats de 5 ans. Il n'est pas dit que dans toutes les collectivités territoriales, on doit être obligé d'engager quelqu'un à vie sur sa durée de travail, plus à vie sur la retraite, puisque l'État n'étant pas cotisant à la sécurité sociale, il paye lui-même les cotisations. J'ajoute que je souhaite que soit donné aux exécutifs territoriaux la possibilité de se séparer d'agents qui n'auraient pas fait leur travail et que le GVT, le fameux glissement vieillesse-technicité, soit calculé, aujourd'hui il est calculé à 100% sur l'ancienneté, je souhaite qu'il puisse être calculé sur le mérite, sur la valeur, sur la capacité à travailler. Il y a des fonctionnaires dans toutes les administrations qui ne sont jamais absents. Je vais d'ailleurs dire que lorsqu'ils ont supprimé le jour de carence, ils ont en même temps supprimé la publication des statistiques sur l'absentéisme dans la fonction publique. Ça en dit long. Je veux le mérite, je veux le travail, je veux la récompense. Et l'efficience. Pardon ? Et l'efficience aussi. Alors, sur les missions, y compris sur le régalien, pour reprendre votre expression, excusez-moi de répondre si rapidement à vos questions, mais c'est l'exercice qui le veut,
Je souhaite un débat sur les missions des forces de police et de gendarmerie. On ne peut plus demander à nos policiers et à nos gendarmes de tout faire. La question du rôle des policiers municipaux est une question centrale. Est-ce que ce rôle doit être de mettre des contraventions sur les parcs-mètres? Est-ce qu'ils doivent avoir accès aux fichiers? Ce que je souhaite. Est-ce qu'ils doivent pouvoir procéder à des contrôles d'identité? Ce que je souhaite. La question des sociétés privées. Est-ce qu'on doit payer des policiers et des gendarmes pour garder les préfectures? Est-ce qu'on peut poser cette question-là? Sur les autoroutes, quand il y a un excès de vitesse, est-ce qu'on a besoin d'avoir 2 gendarmes en moto, alors que les contraventions pour excès de vitesse maintenant sont transmises directement à l'ordinateur central? Il y a une concession. Pourquoi c'est les forces de police qui le mettent en œuvre? Comme je souhaite qu'on renforce notre arsenal de sécurité, la question du débat sur les missions de sécurité sera au centre du ministre de l'Intérieur futur, dont je souhaite qu'il puisse diriger à la fois police, gendarmerie, douane et également les gardiens de prison, parce que les gardiens de prison, c'est une force de sécurité qui n'a pas à être laissée au ministère de la Justice, mais qui doit intégrer, de mon point de vue, pour des raisons d'efficacité, le ministère de l'Intérieur. Savez-vous que quand on fait un transfert de prisonniers, de détenus, il y a des villes de province de 20 ou 30 000 habitants qui restent sans gendarmes parce que la brigade est occupée à transférer un détenu dangereux? Est-ce qu'à l'époque de la visioconférence, on ne peut pas demander soit aux magistrats de faire une visioconférence, soit aux magistrats de se déplacer plutôt que de faire déplacer des détenus dangereux? Il me semble que c'est une question de bon sens. Alors, Nicolas Sarkozy, vous parliez des régions, vous parliez des territoires, Dieu sait qu'ils sont importants pour les entrepreneurs et pour la France. On a une question qui nous vient des territoires avec un chef d'entreprise, c'est le président de Johnson Screen France, c'est Olivier Boigeau. Il vous interroge par vidéo interposée. On l'écoute et puis vous répondez juste après. Aujourd'hui, je souhaitais parler de la compétitivité des entreprises en France et de la simplification. De façon culturelle et historique, la France est un pays où nous avons de nombreuses normes, de nombreux interlocuteurs institutionnels, de nombreux interlocuteurs financiers et une réglementation extrêmement complexe. Tout cela combiné rend la vie des entreprises quotidiennes relativement difficile. Quel pourrait être le rythme de ces réformes et combien de temps cela pourrait-il prendre de façon à relancer notre économie? C'est là, je pense, la question qui devrait nous occuper dans les prochaines années. Le fameux millefeuille réglementaire, les taxes, Pierre Gattaz en a parlé hier dans son discours d'ouverture. Nicolas Sarkozy. Bon, sur les normes, je crois avoir répondu. J'ai beaucoup hésité, notamment s'agissant des agriculteurs. Je m'étais dit, on va annexer une liste de normes qu'on va supprimer à notre projet. Puis finalement, je me suis dit, ça va faire un tel catalogue, ça va être ridicule. Je préfère une loi d'application générale, fondée sur le benchmarking, la comparaison. Tout ce qui sera supérieur à la moyenne européenne, on abroge. Et croyez-moi, déjà là, il y a de la matière. S'agissant de notre organisation territoriale, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a trop de communes. Je pense qu'il y a un enracinement local et territorial auquel les Français sont très attachés. En revanche, je pense qu'il y a 2 strates qui doivent avoir une compétence générale, commune et État. Toutes les autres strates, et je parle devant un président de région, cher Christian Estrosi, ce sont des compétences spécialisées. J'avais fait voter le conseiller territorial, qui en vérité fusionnait départements et régions. On se demande bien pourquoi on a abandonné ça aussi. Nous reviendrons au conseiller territorial. Et s'agissant des régions telles qu'elles ont été constituées, nous laisserons à chaque région la possibilité de débattre, cher Jean Rottner, pour savoir celle qui continue ensemble ou celle qui veut reprendre leur vie tranquillement les uns avec les autres. Enfin, je pense que chaque impôt doit être affecté à une collectivité territoriale. On ne peut plus continuer avec des feuilles d'impôt que l'on reçoit sans savoir qui les vote, où va l'argent et qui est responsable. Donc la clarté est absolument indispensable en la matière. J'ajoute un dernier mot sur les fusions de communes, les collectivités.
je suis opposé à l'élection au suffrage universel des collectivités territoriales, enfin des communautés de communes, parce que je crois à l'enracinement local. Donc, je suis parfaitement conscient de la nécessité de la simplification dans le domaine social comme dans les autres. Je mets simplement en garde contre une chose. Parfois, j'entends dire qu'il suffit de diviser par 3 le code du travail pour que le paradis soit de retour. Méfiez-vous, plus le code du travail sera léger, plus la jurisprudence des tribunaux et de la Chambre sociale de la Cour de cassation sera libre. La question n'est donc pas de réduire ce que fait le législateur pour laisser le juge développer une jurisprudence considérable. La question, me semble-t-il, c'est d'avoir des règles claires sur le droit social, notamment sur la question du licenciement. Sophie de Menton, rapidement, puisque c'est l'exercice. 30 secondes d'abord. Un certain nombre de vos propositions, et même la majeure partie de vos propositions, on en rêve. Mais je me demande comment vous allez faire. Dans un pays comme la France, que vous proposez, ce n'est pas évident. Cela dit, c'est effectivement ce dont nous aurions besoin dans la majorité des cas. Juste une proposition à vous faire. Si on revient au monde de l'entreprise, et étant donné tout ce qu'il peut y avoir à modifier, est-ce que vous seriez d'accord pour associer, pour nous écouter, pour écouter les chefs d'entreprise? Je parle des vrais, des chefs d'entreprise de terrain, et pourquoi pas qu'il y ait une vingtaine de chefs d'entreprise, pas un comité Théodule comme vous dites, mais des chefs d'entreprise. À chaque fois que vous avez une initiative qui nous concerne et qu'il va falloir appliquer dans nos entreprises, nous consulter, l'échanger à chaque fois si vous voulez, nous laisser 2 mois pour expérimenter et arrêter les ballons d'essai où après on se retrouve avec des décrets inapplicables et où on ne s'y retrouve pas du tout. Oui, travailler un peu en mode projet. Robert Fassoyan, question, et ce seront les dernières, M. Sarkozy. Je peux dire quelque chose? Bien sûr. Chère Sophie, pardon, on présente souvent la France comme irréformable. Je ne partage pas cet avis. Le peuple français n'est pas conservateur. Les élites françaises sont conservatrices. Une partie des médias sont conservateurs. J'ai été 5 ans président de la République. On a fait la réforme des retraites à 62 ans, ce qui n'était pas rien. Il y a eu 10 manifestations. Les gens sont rentrés chez eux. C'est normal qu'ils manifestent. Qu'est-ce qui met la colère? C'est le mensonge. Pourquoi je veux dire tout avant? Parce que tout ce qui sera dit avant, on le fera après. Ce qui ne sera pas dit avant, vous n'avez aucune chance de le faire. Aucune. Donc, c'est très simple. On dit tout pendant la campagne et on fait commencer le mandat au début de la campagne. Le peuple français sait parfaitement qu'il y a des efforts à faire. Je me mets à la place des électeurs de gauche. On leur avait promis le retour à la retraite à 60 ans. On leur explique le contraire après. Comment voulez-vous qu'ils ne soient pas furieux? On a un ministre de l'économie qui a eu le temps cet été d'aller au Puy du Fou, sympathique. Il ne devait pas être extrêmement occupé pour le reste. Et qui quitte le bateau à 6 mois, dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs, où on a eu les événements que l'on connaît. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, je voudrais terminer vous dire une chose. Je crois dans la politique. C'est l'engagement de ma vie. C'est une passion. Et s'il y en a certains parmi vous qui aiment la France comme je l'aime, rejoignez-nous, aidez-nous. On ne change pas les choses de l'extérieur, on les change de l'intérieur. Les politiques, on n'a pas que des qualités, c'est sûr. Mais vous savez, quelqu'un qui joue tout, qui peut gagner ou qui peut être battu, c'est noble, c'est digne, il faut être fier de ce qu'on fait. Je ne suis pas de ceux qui tapent sur les politiques. Et toutes les expériences, chère Sophie, toutes les expériences, un pied dans la politique, un pied à l'extérieur, aucune n'a réussi. Parce qu'on ne dirige pas un pays de 65 millions d'habitants, et la France en plus, qui a guillotiné un roi et une reine, c'était hier, sans savoir ce que c'est que la France, sans aimer ses compatriotes, sans avoir une vision de la France. Moi, je vous le dis, la France est dans une situation extrêmement préoccupante. Il y a une colère qui monte. Les gens voient le plein emploi ailleurs et ne peuvent pas accepter les 6 millions de chômeurs ici. C'est possible. Le monde de demain, il est pour nous. Il est pour la France, à une condition, c'est qu'on applique en France la politique qui a eu du succès partout ailleurs et qu'on ne fasse pas en France une politique qu'on a vue en marche nulle part ailleurs. Voilà mon message, voilà ce à quoi je crois, et c'est pour ça qu'il faut tout donner pour la France. Tout pour la France. Nicolas Sarkozy, que je vous demande d'applaudir et de remercier sincèrement.
Voilà Nicolas Sarkozy, qui, comme les autres politiques, va se saisir de cette tablette pour écrire quelques mots qui vont apparaître en live sur l'écran. Nicolas Sarkozy, merci beaucoup. Merci à Nicolas Sarkozy, le président Gattaz. Voilà, je voudrais remercier aussi Robert Vassoyan, Christophe Catoire et Sophie de Menton d'avoir été avec nous. Merci à vous, Madame, Messieurs, de nous avoir accompagnés.